Avec nous sur Radio J, avec la crise sécuritaire des derniers jours et l'opération Bouclier et Flèche, on parle moins de la réforme judiciaire et des nombreuses manifestations qui font descendre des millions d'Israéliens dans les rues depuis plusieurs mois. Mais les fractures restent vives sur le sujet entre pro et anti-réforme, alors que le gouvernement de Binyamin Netanyahou compte bien faire adopter cette refonte du système judiciaire. Pour en parler, nous sommes avec Pierre Lursa, essayiste, traducteur, fondateur de la bibliothèque sioniste et auteur de l'ouvrage « Quelle démocratie en Israël ? Gouvernement du peuple ou gouvernement des juges ?» publié aux éditions L'Éléphant, où il revient sur les enjeux du débat actuel sur le système judiciaire en Israël. Pierre Lursa, bonjour. Bonjour Christophe. Et merci d'être avec nous sur Radio J. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous intervenez régulièrement et on a besoin justement de vos lumières. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage. D'abord, il se lit très facilement et il est très précis. Et grâce à vous, on comprend, pourrait-on dire, enfin les tenants et les aboutissants de cette réforme, parce qu'il faut bien dire que c'est aussi très technique. C'est pas forcément simple. Et d'ailleurs, justement, je vais commencer par un peu d'histoire, parce que d'abord, moi, ce qui m'a frappé à la lecture de cet ouvrage, c'est que de la création de l'État à l'année 1992, année charnière dans cette évolution, le système judiciaire et le droit israélien reposent en large partie sur l'héritage du mandat britannique de la Palestine de 1917 à 1948. Du coup, comment est-ce que vous le définiriez, Pierre Lursa, en quelques mots, alors qu'il faut rappeler, et c'est l'essence même d'ailleurs du débat d'aujourd'hui, qu'Israël n'a pas de constitution? Eh bien, je dirais que jusqu'en 1992, on avait une démocratie de type occidental classique, qui ressemblait un petit peu d'ailleurs à la démocratie anglaise, puisque par la force des choses, puisque les institutions d'Israël avaient été créées pour la plupart pendant le mandat britannique, et le droit israélien en 1948 a été directement adopté du droit britannique, et le système judiciaire israélien dans son ensemble a été lui-même reproduit du système britannique. Donc on avait une démocratie qui fonctionnait, je dirais, tout à fait de manière tout à fait normale, et y compris d'ailleurs, je le cite dans le livre, pour montrer comment la Cour suprême défendait les droits de l'homme dès 1948, en pleine guerre d'indépendance. Elle avait ordonné la libération d'un chef arabe dans la ville de Yafo, un des chefs de la révolte arabe, un militaire arabe, et je montre que finalement la protection des droits de l'homme, ça a existé dès 1948, avant même que la guerre d'indépendance battait encore son plein. En 1992, il y a ce tournant, c'est une année importante, tournant avec une révolution constitutionnelle. Elle va donner les pleins pouvoirs à la Cour suprême. Celui qui en est à l'origine, c'est le juge Aaron Barak. Qui est cet homme que du coup on ne connaît pas très bien aujourd'hui, qu'un juge américain avait d'ailleurs qualifié de despote éclairé? Aaron Barak, l'homme qui, on va dire, est à l'origine en partie de cette révolution constitutionnelle à l'époque. Absolument, c'est lui qui l'a théorisé dans les années 70 et 80. C'est un juriste très brillant qui a connu une carrière assez fulgurante, d'abord dans l'université puis dans le système judiciaire israélien. Il est devenu le président de la Cour suprême, et avant même de devenir président de la Cour suprême, il avait théorisé cette révolution en considérant que comme il le disait, tout est justiciable, et qu'il fallait donc élargir les compétences de la Cour suprême. Et ce qu'il a fait en résumé, c'est, je dirais, de supprimer la distinction entre ce qui relève du domaine du droit et ce qui relève du domaine de la politique. Et c'est ainsi que la Cour suprême est devenue, dans les années 90 et par la suite et jusqu'à aujourd'hui, un acteur politique en fait de premier plan, qui intervient dans tous les domaines de la vie publique, qui intervient par exemple pour invalider une décision ministérielle, une nomination de ministres, de hauts fonctionnaires, et aussi pour invalider des décisions de l'armée, y compris d'ailleurs en pleine guerre, en pleine opération militaire. Donc un acteur politique de premier plan. On peut dire qu'en Israël, quasiment toutes les institutions sont quelque part soumises au pouvoir de la Cour suprême. Paradoxalement, c'est le Likoud en fait qui a été l'un des principaux maîtres d'œuvre de cette révolution constitutionnelle à la Knesset. Et d'ailleurs, il faut bien dire, dans un premier temps à l'époque, c'était plutôt passé inaperçu cette mainmise progressive par le biais donc de cette révolution de 92 de la Cour suprême sur l'ensemble des secteurs de la société. Absolument, c'est le Likoud qui a participé à une partie du Likoud, certains députés du Likoud, mais il y a une raison assez logique, je dirais, c'est que à l'époque, quand Menachem Begin est arrivé au pouvoir en 77, eh bien, il y avait un parti travailliste hégémonique, et aux yeux de Menachem Begin, c'était important que la Cour suprême puisse servir de contrepoids, et Menachem Begin, qui était très légaliste et très soucieux
des droits des minorités, des droits de l'homme en général. C'était quelque part, on pourrait dire que le Kherout à l'époque, le parti de Menachem Begin, était le grand défenseur des droits de l'homme face à un Mapai parti travailliste qui lui était beaucoup plus hégémonique et beaucoup plus soucieux de l'efficacité du pouvoir. La Cour suprême intervient, on l'a bien compris, dans l'ensemble des secteurs de la société. Vous donniez quelques exemples. L'un des autres problèmes aussi que pose cette Cour suprême, et pas des moindres, surtout dans la société d'aujourd'hui, c'est que sa composition n'est pas représentative de la société israélienne. Ça aussi, c'est un point important. Absolument, c'est un peu ce qui différencie le système israélien du système américain. Aux États-Unis aussi, on a une Cour suprême qui parfois fait les titres des journaux, qui intervient dans des sujets très très polémiques, dans des sujets politiques. Mais la différence, c'est qu'aux États-Unis, la Cour suprême, elle varie avec la majorité. Elle va d'un côté, elle va de l'autre. Elle est tantôt démocrate, tantôt républicaine. Alors qu'en Israël, la Cour suprême, et depuis sa création, elle a une majorité ashkénaze, laïque de gauche, et ça n'a jamais changé, malgré quelques petits changements cosmétiques. Et récemment, on a encore entendu le juge Aaron Barak dire, quand les journalistes lui demandent pourquoi vous n'avez pas nommé de juge marocain à la Cour suprême, il a répondu, j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé. Ah, effectivement, la réforme judiciaire donc est menée par le ministre de la Justice Yariv Levin, comme vous le racontez dans votre ouvrage Quelle démocratie pour Israël, on en parle ce matin. Ce n'est pas la première tentative de rééquilibre des pouvoirs. Dans cette réforme, il y a notamment le changement dans la nomination des juges. Ça, on en a beaucoup parlé. Ce qu'on appelle aussi la clause de contournement pour permettre à une majorité absolue de 61 députés de faire revoter une loi invalidée par la Cour suprême. Et aussi, là c'est plus technique, mais justement vous allez nous éclaircir sur ce point, Pierre Lursa, un critère de raisonnabilité. De quoi s'agit-il ? Alors en fait, ce qu'on appelle le critère de raisonnabilité, c'est un critère qui a été instauré par la Cour suprême, au nom duquel finalement les juges peuvent invalider une décision en se disant non pas qu'elle est illégale, mais simplement qu'elle n'est pas raisonnable. Donc finalement, c'est la porte ouverte à des décisions purement subjectives. Parce que si le critère c'est ce qui est raisonnable, alors un juge n'est pas mieux qualifié que n'importe quelle personne pour apprécier le caractère raisonnable. Alors que si le critère c'est celui de la légalité, on comprend que le juge est le dernier mot. Mais avec le critère de raisonnabilité, finalement, je dirais qu'on a introduit le subjectif dans les décisions de la justice en Israël. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important d'abolir ce critère pour revenir à des décisions fondées uniquement sur la légalité. Certains parlent de fin de la démocratie avec ce texte, de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice remise en cause. C'est le mot d'ordre des nombreuses manifestations depuis plusieurs mois en Israël. Qu'est-ce que vous répondez justement à ces critiques et à ces remarques à la lumière justement de cette réforme qui pourrait être mise en place ? Eh bien, je dirais que, en fait, l'enjeu de la réforme, qui n'est pas la première, comme vous l'avez rappelé, puisque quasiment tous les ministres de la Justice depuis 30 ans ont essayé de réformer le système judiciaire, eh bien, l'enjeu principal, c'est de rétablir un équilibre des pouvoirs qui a été largement bafoué en redonnant un peu de pouvoir à la Knesset et au gouvernement et en diminuant un petit peu les pouvoirs exorbitants de la Cour suprême, donc rétablir un équilibre des pouvoirs et ce faisant redonner aussi le pouvoir à la Vox Populi, c'est-à-dire le pouvoir au peuple. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre Gouvernement du peuple ou gouvernement des juges. Aujourd'hui, on est vraiment dans un gouvernement des juges. Est-ce que d'ailleurs vous ne pensez pas qu'il y a une forme de paradoxe de la part des manifestants, c'est-à-dire qu'ils s'opposent à la réforme judiciaire en demandant plus de démocratie, enfin en demandant le maintien de la démocratie, sauf que précisément ils ne se rendent pas compte ou peut-être ne veulent pas le voir que la Cour suprême précisément ne respecte pas la démocratie puisqu'ils reviennent sur des décisions qui sont prises par le gouvernement. Or, jusqu'à preuve du contraire, on vote pour un gouvernement, pour une coalition au pouvoir et pas pour la Cour suprême. Donc il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal là-dedans. Bien sûr, c'est un paradoxe que j'ai relevé dans le livre, c'est-à-dire que finalement, je dirais tous ceux qui envoient les gens manifester, parce que c'est des manifestations qui sont largement pas spontanées, qui sont organisées avec beaucoup de moyens derrière. Et finalement, on utilise le mot démocratie dans un sens un petit peu dévoyé. Et c'est aussi une question que je pose à la fin du livre. Finalement, aujourd'hui, c'est pas seulement le cas d'Israël. Dans d'autres pays, en France aussi, il y a des gens qui considèrent que la démocratie, ça n'est pas le pouvoir de la majorité, mais c'est simplement le respect de certaines valeurs. Donc il y a un affrontement. Et d'ailleurs, le juge Barak lui-même l'avait dit. Il a dit quelque part, la démocratie, qui est simplement le pouvoir de la majorité, n'est pas démocratique si on ne respecte pas des valeurs. Et finalement, je dirais, on a deux conceptions de la démocratie qui s'opposent.
C'est pour ça que des gens manifestent au nom de la démocratie contre une réforme qui, elle aussi, entend préserver ou même restaurer la démocratie. Mais il y a deux conceptions différentes de ce que doit être la démocratie. Très rapidement, Pierre Lurçat, au regard du contexte actuel des nombreuses manifestations, est-ce que cette réforme judiciaire peut passer ou est-ce qu'elle ne sera peut-être pas amputée de certaines dispositions à l'issue d'un compromis, c'est le maître mot du président israélien entre la coalition au pouvoir et l'opposition. Est-ce qu'elle a encore des chances de passer telle quelle ou il y aura des changements ? Je voudrais pas faire de prophétie, mais je suis un petit peu comme tous les Israéliens. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On ne sait pas si le Premier ministre décidera finalement de passer outre les grandes manifestations qu'on a vues et de relancer le projet de réforme normalement à la session d'été de la Knesset. Ça n'est pas du tout certain. Je pense que techniquement, elle pourrait être adoptée, mais que politiquement, il y a une grande incertitude aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre Lurçat. Je conseille vraiment votre ouvrage, Quelle démocratie pour Israël, gouvernement du peuple, gouvernement des juges, parce que c'est très précis, c'est très court, c'est très facile à lire, on comprend beaucoup de choses, à la fois sur les termes techniques ou moins techniques, et c'est vrai que dans le contexte actuel, on a beaucoup parlé de cette réforme sans vraiment savoir ce qu'il pouvait y avoir dedans, et surtout sans se référer au passé et l'histoire, car ça aussi c'est très important pour comprendre ce texte. Eh bien, on a été ravis de vous avoir ce matin. À très bientôt, Pierre Lurçat, sur notre antenne. Bonne journée à vous.